terme de notre entretien, voici les objectifs que vous devez pouvoir atteindre. C'est connaître les différentes incidences radiologiques utiles dans l'exploration d'une pathologie de l'épaule. C'est savoir réaliser les incidences les plus pertinentes. Et puis, il faut en connaître les critères de réussite. Pour ce faire, on va essayer, avec le plan suivant, d'atteindre ces objectifs. On va voir ensemble quelques rappels anatomiques, les critères de réussite. L'épaule, c'est un segment d'union qui permet de rattacher le membre supérieur au tronc. C'est une région qui est très complexe et qui est constituée de plusieurs articulations. Parmi ces articulations, on a l'articulation gléno-humérale, l'articulation sterno-costo-claviculaire, l'articulation acromioclaviculaire, qui sont de vraies articulations, c'est-à-dire des moyens d'union entre deux structures osseuses. Et puis, on a de fausses articulations, qui sont en fait des espaces de glissement. L'articulation entre la scapula avec la glène, donc la partie articulaire de la scapula ou omoplate. On l'appelle également une articulation sphéroïde ou énarthrose. C'est une articulation très très mobile. La seconde articulation, c'est l'articulation sterno-costo-claviculaire entre le sternum et la clavicule, articulation à laquelle participent également les éléments costaux. Donc, comme vous le voyez sur l'image à droite, à votre droite, vous avez en haut une articulation sterno-claviculaire normale, et puis en bas une luxation de l'articulation sterno-claviculaire gauche de ce patient. Donc il s'agit en fait d'une articulation de type emboîtement réciproque. Elle va unir la clavicule au sternum et à la première côte. La troisième articulation, c'est l'articulation acromioclaviculaire. Articulation plane de type trodi du moins. Et elle va unir, comme l'indique la flèche rouge, l'extrémité latérale de la clavicule à l'acromion. Après les trois vraies articulations de l'épaule, vous avez de fausses articulations, des espaces de glissement. Alors, la première, c'est ce qu'on va appeler articulation interscapulothoracique. Vous voyez sur le schéma de côté, les flèches en rouge. Dans l'articulation sous-deltoïdienne, bourse séreuse, on a vu la dernière fois ce que c'était que les bourses séreuses, espace de glissement. L'espace qui va se retrouver juste sous le muscle deltoïde vont permettre la stabilité. Ce sont la capsule articulaire, leur lésion est responsable de l'instabilité de l'épaule avec des luxations récidivantes. Il y a des éléments dits de stabilité passive, ce sont la capsule, le larynx et les techniques d'exploration d'imagerie. Alors vous voyez, il existe plusieurs techniques d'exploration en imagerie pour l'épaule. Nous allons nous attarder sur les radiographies standards. Parfois suffisantes à elles seules pour faire le diagnostic. Et on aura recours à d'autres techniques comme l'échographie, le scanner au IRM, au cas où les techniques de radiographie standard sont prises à défaut. L'incidence de l'épaule de face en rotation neutre, c'est un cliché qui est indispensable, quelle que soit l'indication pour laquelle le patient est réalisé son que ce soit pour une douleur, fait pivoter le patient 30 degrés et le côté. Et on le fait de façon à rendre tangent le rayon au bord antérieur et postérieur de la glène afin de pouvoir dégager l'interligne gléno-humérale. La seconde obliquité, c'est celle qui concerne le tube. Alors, nous allons incliner le tube. Dans les livres, c'est 20 à 30. On peut retenir 25 degrés, de manière ici à éviter les superpositions osseuses dans l'espace sous-acromien. Regardez bien la position de la paume de la main. La paume de la main est plaquée contre la cuisse. La deuxième incidence, c'est l'épaule de face rotation externe. Mais cette fois-ci, avec le bras adduction, c'est ce mouvement-là qui va porter un segment de membre, le bord médial de la main, cette fois-ci, contre la cuisse. Regardez sur l'image. On ouvre la main vers la rotation externe. C'est le cliché de face en rotation interne. Donc, toujours en double ubiquité, on va réaliser une rotation interne de la main, dos de la main qui va reposer sur la cuisse. Sur les différents schémas, il y a des annotations. Donc, le sillon intertuberculaire. Donc, on a deux tubercules, un sillon qui est creusé intertuberculaire. Et donc, sur une rotation, il va se projeter en situation paramédiane externe par rapport au tubercule mineur ou au trochet. La zone d'insertion du tendon supraépineux, c'est la zone 1 matérialisée par le 1 qui est bien visible sur le cliché en rotation neutre. Sur le cliché en rotation interne, le sillon, il est entre le tubercule majeur, c'est toujours le 1, et le tubercule mineur, c'est le 2. Donc, le sillon entre les deux se déplace en dedans. Cette fois-ci, on visualise toujours la zone d'insertion, cette fois-ci
pas seulement du supraépineux, mais également de l'infraépineux et du teres minor, qui est matérialisé en 3. Alors, le 3, c'est le bord un peu vertical de la partie médiale de l'os, de la tête de l'humérus du moins que nous voyons ici. Et puis sur la rotation externe, c'est le troisième cliché, le dernier à votre droite. Donc ici est bien dessiné, on le voit se projeter là dans la partie vraiment la plus latérale. Et donc ces 3 incidences sont importantes et quasiment toujours réalisées dans le cadre d'une épaule rhumatologique, donc d'un patient qui vient pour des douleurs. Parce que quand on recherche la présence de calcification sur le trajet des tendons, il faut absolument faire les clichés de face en rotation neutre et les 2 autres rotations internes et externes. Après les clichés de face, vous avez les clichés de profil. Bon, je vous montre ici le profil sous-acromial, qui est aussi dénommé profil de Neer, ou profil de coiffe, ou profil de lame. Il est important de réaliser ces clichés parce qu'il va nous permettre de faire la localisation d'une calcification et puis d'étudier le conflit sous-acromial. Alors regardez sur le schéma, la tête fléchée rouge indique l'espace sous-acromial. Donc quand nous avons un problème, une calcification à l'intérieur ou un os qui fait précédence dans cette partie, on peut bien étudier cela en réalisant ce type de cliché. Neer et Lamy, la différence c'est dans l'orientation crânio-caudale du rayon. Quand on fait un Lamy, le rayon il est horizontal, et quand on fait un cliché de Neer, le rayon il est oblique, il est descendant. L'incident est parallèle au grand axe du muscle supraépineux et tangent à l'écaille de l'omoplate. Donc je vous disais tout à l'heure que l'orientation du tube va nous permettre de déterminer un Lamy ou un Neer. Bon, il faut dire que il n'y a pas de grande différence dans le résultat qu'on fasse un Lamy ou un Neer. Donc les critères de réussite, la tête humérale se projette à l'intersection du trépied, constitué en bas, on dit caudalement, par l'écaille de l'omoplate, en arrière par l'épine de l'omoplate et puis en avant par le processus coracoïde. Il peut arriver des fois qu'on vous demande cette incidence-là, l'incidence de Raillac. C'est une incidence qui a été décrite par un Français qui est intéressante dans l'étude de la pathologie de la coiffe des rotateurs. On lui décrit des particularités qui sont assez intéressantes, mais c'est important de le savoir. Le patient est cette fois-ci en décubitus dorsal, le bras en rotation neutre, c'est-à-dire la paume de la main contre. Et surtout, c'est un cliché qui est reproductible. Donc, c'est intéressant à faire dans le cadre, par exemple, d'un suivi régulier de patients. On passe tout de suite au deuxième profil qui est souvent réalisé, c'est le profil glénoïdien ou profil de Bernajoux. Ce profil est indiqué dans les luxations récidivantes antérieures de l'épaule, dans les syndromes douloureux antérieurs, les instabilités antérieures, parce qu'il va nous permettre d'étudier le rebord antérieur et inférieur de la cavité glénoïde. Donc il se réalise sur un sujet debout en oblique antérieur de 40 à 50 degrés pour l'épaule à explorer. Et puis le bras est au zénith ou en élévation et il est plaqué contre la table, contre le potet. Et le rayon directeur est descendant d'environ 30 degrés et il est centré sur la base du moyen de l'épaule. Critère de réussite, comme l'indique la tête fléchée rouge, c'est le rebord glénoïdien antérieur et inférieur qui va être indiqué. Donc il sera sous la forme d'un éperon osseux à angle aigu qui dépasse la cavité glénoïde. Ça réalise une image dite en visière de casque. Et donc la zone qui est indiquée par la tête fléchée rouge, c'est celle-là qui va être le siège de fracture en cas de luxation antéro-interne de l'épaule. Le profil axillaire, faux profil, il est aujourd'hui de plus en plus réalisé chez un sujet debout ou assis. Le bras en élévation dans le plan frontal et la main posée sur la tête. Ici, le rayon directeur, il est horizontal. Donc, il est intéressant parce qu'il va nous permettre de rechercher des calcifications du muscle subscapulaire. Pour les critères de réussite, 4 éléments ventre gauche vers la droite, les têtes fléchies, le centrage de la tête humérale. On va voir s'il est bien en place dans la cavité glénoïde. La morphologie de l'acromion, l'articulation acromio-claviculaire, et puis tout à fait à votre droite,
c'est le processus qu'on appelle. Après le faux profil axillaire, on a un profil axillaire, un vrai profil axillaire. Voilà comment on le réalise. Il est de plus en plus réalisé. C'est toujours dans le bilan de luxation de l'épaule, mais cette fois-ci, des luxations postérieures. Le patient est assis en bout de table, le bras en abduction, donc porté loin de la ligne médiane du corps, à 45 degrés environ. Et la cassette est placée dans le creux axillaire. L'idéal ici, c'est d'utiliser des cassettes courtes. Le rayon incident est vertical, incliné d'environ 10 degrés vers le coude, dans le plan longitudinal du. Alors il faut une bonne visualisation de l'apophyse coracoïde, c'est la tête fléchée rouge en haut, et de l'acromion, la tête fléchée rouge en bas. Il faut dire que le cliché est réussi. Ils ne sont pas réalisés de façon courante, les restes sont un peu limités. Et donc, on passe rapidement sur le blôme au plata, le grave, l'incidence de l'articulation sternoclaviculaire. C'est également la même incidence qui est réalisée pour voir la clavicule. Il est en antéro-postérieur et le rayon directeur est ascendant, incliné d'environ 45 à 60 degrés. Donc, on dégage bien l'interligne sternoclaviculaire. Retenez bien la face neutre, les faces en rotation interne et externe, le profil de l'ami, le profil de Bernageau et puis le faux profil. Ce sont des incidences qu'on va surtout vous demander. Et donc, il va falloir retenir ces incidences-là. Reproductible qui peut à elle seule remplacer les trois faces. Il faut également connaître, il faut connaître la technique et les critères de réussite. L'échographie peut être réalisée, donc sachez qu'une échographie de l'épaule peut être faite. Donc j'ai deux questions. La première, c'est la technique de Rayak et son intérêt. Rayak, c'est une radiographie de l'épaule qui va se faire, mais en rotation neutre. Alors ce qui est intéressant avec Rayak, c'est que quand on est debout, la pesanteur du bras donc, tire le bras vers le bas. Ce qui fait que l'espace qui est sous l'acromion peut être forcément agrandi quand on est debout, le bras pendant le long du corps. Alors quand on est couché, on n'a plus cet effet de la pesanteur du bras. Et donc, l'espace sous l'acromion va refléter la réalité. Donc, sous l'acromion, il passe des tendons. Si les tendons sont en bon état, vous allez voir que l'espace sera conservé. Si les tendons sont rompus, l'espace sera réduit. Et donc, cette technique permet de mieux analyser l'espace sous-acromial et donc l'intégrité des tendons. Et ça permet de mieux voir les calcifications qui sont sur les tendons dans cet espace. Et donc, le patient couché, très reproductible, lorsque le patient est debout, pour les différentes incidences en rotation interne, externe, etc., vous allez voir que on ne peut pas reproduire une même rotation, un même degré de rotation deux fois de suite. Et donc, on n'a pas toujours le même degré de rotation de la tête, qu'on soit en rotation interne ou externe. Et donc, voilà un peu l'intérêt de Rayak. Il est reproductible et va vous permettre de mieux analyser l'espace sous-acromial. La seconde question, c'est lorsque le médecin prescrit la radio de l'épaule, sans préciser la technique, laquelle il faut utiliser les indications les plus importantes. Donc, on a dit que dans le cas d'une instabilité de l'épaule, de luxation récidivante, le profil qu'il faut faire, c'est le profil glénoïdien. Une épaule douloureuse, simplement, ou une épaule bloquée, le profil à faire, c'est soit un lami, c'est soit un IR. Qu'on soit dans le cas d'un traumatisme ou dans le cas d'une douleur spontanée ou une douleur accompagnée de fièvre ou d'une arthrite, etc. Donc, d'une inflammation, d'une infection, une tumeur, là, il faudra faire les différentes formes. Le second cours, c'est la radioanatomie du bras et de l'avant-bras, donc toujours en radiographie standard. Donc, les objectifs sont les mêmes. C'est de connaître les différentes incidences utiles dans l'exploration d'une pathologie du bras et de l'avant-bras, de savoir réaliser les incidences les plus pertinentes et puis d'en reconnaître les critères de réussite. Savoir les réaliser et connaître les critères de réussite. Le plan, c'est un petit rappel anatomique. Alors ici, on va insister un peu sur l'humérus et donc ses extrémités supérieures et inférieures. Alors, l'extrémité inférieure est en haut à droite, la structure humérale qui est au-dessus. Et puis l'épicondyle latéral, c'est au-dessus du radius. Et entre les deux, vous avez capitulum et la trochlée. Voici un peu décrit l'extrémité inférieure du l'humérus. Quant à l'extrémité supérieure, on l'a vu, on a
deux tubercules ou deux tubérosités. Le tubercule majeur ou trochitaire qui est en dehors, et puis le tubercule mineur ou trochet qui est en dedans. Et entre les deux, on a un sillon. Et dans le sillon, il y a un tendon qui passe. Le tendon du long biceps, c'est important de pouvoir le dégager, ce sillon. Et vous avez deux cols. Un col qui est dit anatomique, un col qui est dit chirurgical. Alors pour retenir qui est anatomique, qui est chirurgical, on trouve A avant C. Donc en partant du corps vers l'extérieur, on trouve le col anatomique. Relié entre eux par une membrane qu'on appelle la membrane interosseuse. Et puis en haut, au niveau de la tête, il y a un ligament, le ligament annulaire qui va fixer la tête du radius à l'extrémité proximale de l'ulna. Et donc vous voyez que sur l'image de gauche, les deux avant-bras, enfin les deux os de l'avant-bras occupent la position qu'ils ont quand on est de face ou alors quand on est en supination. Donc quand la paume de la main est retournée vers le haut, le radius vient chevaucher l'ulna. Face et profil du bras, face et profil de l'avant-bras sont à retenir. Pour le bras de face, le patient est en décubitus, le bras repose sur sa face dorsale, donc la main est en supination. Le coude sont dans le même plan horizontal, le rayon est vertical et le centrage se fait au milieu du bras, comme le montre l'image que vous voyez ici. Pour le profil, on a la même position, seulement la main doit être placée en supination. Donc la paume de la main ne va plus regarder vers le haut, cette fois-ci elle regarde vers le bas. Donc le bras peut être tendu ou alors replié sur le ventre comme c'est montré. Donc on va voir également les techniques de l'avant-bras avant de passer aux critères de réussite. Donc pour l'avant-bras, le patient est soit assis soit en décubitus, le membre supérieur doit être en extension et reposer sur la table par sa face postérieure. Donc la main en supination pour le cliché de face. Le rayon directeur est vertical et le centrage se fait à la partie moyenne de l'avant-bras. Pour le profil, le patient est assis ou en décubitus, en demi-flexion, bras et l'avant-bras dans le même plan. Et l'avant-bras repose sur la table par sa face postérieure, le pouce au zénith. Voilà, comme ça, pour ceux qui voient, voilà. Et donc le rayon directeur il est vertical et le bord radial, c'est-à-dire dans cette position, donc le bord supérieur, voilà, c'est le point de centrage et on va se mettre au milieu de l'avant-bras. Donc quand on a positionné le patient et qu'on a fait le cliché, alors quels sont les critères de réussite? Pour le bras de face, vous voyez, il y a des annotations sur les schémas. Alors, le 2, ça correspond au tubercule majeur ou le trochitaire qui doit être bien visible. Et puis la face inférieure, du moins le bord inférieur du bras, donc de l'humérus, doit être bien de face. Donc on doit pouvoir bien voir les épicondyles latérales, médiales, la trochlée et le capitulum. Et puis chose importante, le coude et l'épaule doivent être comprises sur le cliché. Donc après le schéma, voilà ce que ça donne sur une radiographie avec les différents éléments anatomiques que vous pourrez lire après. Pour le bras de profil, la palette humérale, c'est-à-dire l'extrémité inférieure de l'humérus, doit être de profil. Et donc voici ce que ça donne. Les différents éléments anatomiques sont annotés. Pour l'avant-bras de face,
La palette humérale, c'est-à-dire l'extrémité inférieure, comme montre l'image du bas, l'extrémité inférieure de l'humérus, doit être de face, ainsi que le poignet. Et donc, le poignet et le cou doivent être compris sur le cliché. On obtient ça. Les deux os de l'avant-bras sont dans la position qu'ils occupent quand le bras est en supination. On voit la palette humérale en haut et le poignet en bas qui sont de face. L'avant-bras de profil, c'est pareil, le poignet et le coude sont de profil. Et donc vous allez voir une superposition des deux os de l'avant-bras. Donc le radius qui vient chevaucher l'ulna. Et donc les annotations sont là. Alors, il faudra bien retenir les noms des différentes structures osseuses et puis retenir la présentation, donc les critères de réussite de ces différentes incidences radiographiques. Donc vous avez vu que pour le bras et pour l'avant-bras, on n'a pas insisté sur les indications parce que, qu'on soit dans un contexte traumatique ou dans un contexte de douleur ou d'infection ou de tumeur, ce sont les mêmes incidences qu'on va faire. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Donc il faut retenir que la radiographie conventionnelle reste une étape fondamentale dans l'exploration du bras et de l'avant-bras. Mais il faut que les clichés soient réalisés de façon rigoureuse pour que l'interprétation soit correcte. Alors, première question, est-ce possible de réaliser les incidences du bras en position debout? Oui. Cette fois-ci, le rayon il ne sera pas vertical mais horizontal. Deuxième question, en cas d'accident, donc d'AVP, avec une fracture de l'os du bras, est-il possible de faire le profil? Je pense que oui. Question, dans le cas où la cassette ne nous permet pas de voir le coude sur la réalisation du cliché de l'avant-bras, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le coude et le poignet? Alors, si on n'a pas les articulations sus et sous-jacentes, donc les articulations du coude et du poignet pour l'avant-bras, le cliché n'est pas bien fait. Certaines personnes s'amusent à faire 2 clichés et ensuite à essayer de superposer, mais bon, ça je ne vous conseille pas. Il faut trouver la cassette qu'il faut, c'est tout. En cas d'accident avec multiples fractures de l'avant-bras, est-il nécessaire de faire le profil si on n'arrive pas à maintenir le bras? Alors, les clichés faits en double incidence, c'est-à-dire face et profil, vont permettre, de confirmer la réalité d'une lésion, et puis 2, de voir les différents déplacements. Parce que les déplacements ne sont pas les mêmes dans le plan de face et dans le plan de profil. Donc il faut vous arranger à les faire. Et qu'appelle-t-on incidence de débrouillage? Bon, incidence de débrouillage, je pense que c'est une incidence qui ne va pas nous faire respecter les critères de réussite, mais qu'on utilise quand même parce que ce qui est important, et vous allez le voir, c'est le cliché utile et non pas le cliché beau ou bien fait. Vraiment qu'un cliché bien fait, c'est la garantie d'être utile, mais il y a des fois où il faut savoir se contenter d'un cliché sur lequel on voit juste ce qui... Oui, pour la question, donc en cas de VPI, est-ce qu'on peut la réaliser? Oui. Je vous souhaite une bonne soirée et puis demain à la même heure.